manifestation à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans des arrondissements parisiens. Dans le cadre des fêtes dans tout Paris, nous avons voulu avoir une manifestation de qualité dans le 5e, et j'ai donc demandé à l'association historique de la montagne Sainte-Geneviève et ses abords, dont la présidente Mme Digès est ici, de bien vouloir accepter d'organiser cette manifestation. Elle l'a fait. Je tiens à la remercier et tous les membres de cette association de qualité. Je profite de cette occasion pour vous remercier pour toutes les conférences qui donnent un haut niveau de notre arrondissement. Alors, il y aura une conférence des transformations du nouveau 5e arrondissement dans les années 1860. C'est bien ça. Voilà. Alors, c'est Madame Florence Bourillon, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 12 Créteil, et Monsieur Alexis Markovix, docteur en histoire de l'art. Voilà, donc c'est encore une fois une conférence de grande qualité, et je vous en remercie. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire, Madame. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir donné l'occasion à l'association d'organiser une conférence de taille plus importante dans cette magnifique salle. Et il nous a été très aisé de nous tourner vers Madame Bourillon, qui a organisé l'exposition sur les années 1860 et l'agrandissement de Paris, de nous donner son point de vue sur l'évolution de la société dans le 5e arrondissement, pendant que se produisaient ces extraordinaires remaniements de l'urbanisme et de l'architecture que M. Markovits va nous commenter. Nous aurons ainsi des points de vue croisés, et c'est pour vous et pour nous une formule nouvelle que nous sommes heureux de vous présenter. Nous allons la main. Alors. Monsieur le maire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à remercier vivement l'association et bien évidemment la mairie du 5e arrondissement d'accueillir cette conférence qui est, comme le rappelait Madame Alvigès, l'une des conférences organisées dans le cadre donc de ces 150 ans des nouveaux arrondissements et donc de ce qu'on a souvent également pris l'habitude d'appeler l'extension de Paris, puisque 1860, c'est aussi la date de l'annexion ou de la réunion. Vous verrez qu'on évoquera ça plus précisément tout à l'heure. Alors, on a souvent pris l'habitude, à la suite des études portant sur les anciennes communes annexées par la loi du 16 juin 1859, d'opposer l'histoire d'un Paris-Centre à celle d'une périphérie qui va être l'objet de toutes les attentions de l'administration préfectorale dès la fin des années 50. C'est ce qu'on a pu appeler le second réseau d'Haussmann et surtout donc les années 60. C'est oublier que de tous les arrondissements de Paris-Centre, l'actuel 5e a fait l'objet d'une attention particulière liée à la situation créée depuis le début de l'Empire. En effet, le premier projet de travaux dans Paris portait en priorité sur la rive gauche. Une commission des habitants du 12e arrondissement ancien, qui correspond donc à l'actuel 5e, était reçue à l'Élysée par le prince-président et, outre le prolongement du boulevard du Centre, qui est donc l'actuel boulevard Saint-Michel, était prévu l'aménagement de la rue des Écoles. Or, à l'arrivée du préfet Haussmann, le projet de la rue des Écoles est arrêté et l'attention est reportée vers une voie située plus au nord, qui est donc le boulevard Saint-Germain. J'espère que vous m'entendez mieux. Il y a un écho dans la salle, de toute façon, je pense. L'attention est alors reportée donc vers le boulevard Saint-Germain, dont le percement jusqu'au boulevard Saint-Michel est achevé en 1861. Cela ne répond en aucun cas aux demandes des habitants du 5e arrondissement, donc ancien 12e arrondissement, qui souhaitent avant tout un prolongement de la voie, l'élargissement des rues existantes
et qui insiste sur l'enclavement de plusieurs parties de l'arrondissement, et en particulier du quartier Saint-Victor, je cite, « ce malheureux quartier véritablement isolé et en quelque sorte fermé sur le reste de la ville ». En ce sens, l'épisode souvent évoqué de l'annexion des territoires suburbains ou de la réunion des communes va en fait relancer un positionnement de la rive gauche dans une agglomération élargie et singulièrement celui de l'ancien 12e. C'est ce que nous allons voir au cours de cette conférence aujourd'hui, en abordant tout d'abord la loi de 1860 et ses effets sur le nouveau 5e arrondissement. Dans un second temps, Alexis Markovitch abordera les grands travaux d'aménagement et je terminerai en analysant les conséquences sociales de ces changements. Donc tout d'abord, la loi de 1859 qui porte donc sur l'extension des limites de Paris. Un arrondissement, le 5 sur 20, un nouvel arrondissement. Et tout d'abord, ce tableau d'Yvon, que vous avez pu voir également dans l'exposition qui est donc sur notre gauche. Ce tableau est tout à fait important puisqu'il représente Napoléon III remettant au baron Haussmann le décret relatif à l'extension des limites de Paris le 16 février 1859. Et son propos est significatif pour nous. Tout d'abord parce qu'il est très différent de l'épreuve originelle qui présentait Napoléon III assis et Haussmann debout. Celui-ci présente l'empereur à gauche, debout, dans un salon sur le mur duquel on aperçoit un portrait de Napoléon Ier, face à Haussmann, qui, vous le remarquerez, fléchit les genoux, puisque Haussmann était un personnage très, très grand, et qui est en partie caché par le personnage situé au premier plan. Entre les deux hommes, et portant un maroquin rouge, de l'angle, à cette date, ministre de l'Intérieur, c'est l'ancien président du Conseil municipal de Paris, futur sénateur, auteur d'un célèbre rapport favorable à l'annexion de la petite banlieue, après en avoir été l'un des plus farouches adversaires à plusieurs reprises. Ce sont donc ces services, donc les services de Delangle, qui ont préparé le décret relatif donc à l'extension des limites de Paris, décret du 9 février, soit un décret qui prévoit en effet la procédure et le calendrier des opérations qui intéressent à la fois les communes de la petite banlieue, mais aussi les mairies des arrondissements du centre, puisque en annexant les nouveaux territoires parisiens, il est prévu de modifier les contours des arrondissements centraux, donc les anciens 12 arrondissements, compris à l'intérieur du mur des fermiers généraux. Aussi, le tableau est-il une célébration non pas de l'annexion ou de la réunion, mais des conditions dans lesquelles celles-ci se sont déroulées, avec d'une part des enquêtes publiques menées dans toutes les mairies de Paris et des différents arrondissements, et dans la petite banlieue, comme je le disais tout à l'heure, et d'autre part avec des votes qui ont lieu à tous les niveaux des conseils municipaux, Conseil municipal de Paris, commission départementale. Autrement dit, le tableau, dans une logique typiquement bonapartiste, célèbre non pas l'acte accompli, mais le mode démocratique auquel il a donné lieu, sachant que le recours au suffrage universel est bien l'un des points importants du régime, mais que les membres des assemblées diverses, aussi bien que les commissaires enquêteurs, sont tout à fait contrôlés par l'administration préfectorale. Les enquêtes en question, dûment encadrées, se déroulent entre le 13 et le 27 février 1859 en mairie, avec la possibilité donnée à tous les habitants de l'arrondissement de venir déposer leurs remarques ou ce que l'on appelle leur dire au dépôt d'observation. Les documents sont conservés aux Archives nationales et voilà ce qu'ils rapportent. Il s'est manifesté pour tout Paris 5 oppositions aux propositions de découpe des nouveaux arrondissements, donc seulement, comme le remarquent les commissaires enquêteurs et les maires d'arrondissement. En revanche, un nombre beaucoup plus considérable demande des modifications, essentiellement portant sur les délimitations reportées sur le plan. Cette demande vient des anciens 3e, 8e arrondissements, donc situés sur la rive droite, mais surtout et essentiellement des 10e, 11e et 12e arrondissements anciens, c'est-à-dire l'ensemble de la rive gauche. D'une part, des habitants, c'est-à-dire des déposants aux enquêtes, soit 30 dires pour le 12e, d'autre part, les administrations municipales, c'est-à-dire le maire et les adjoints.
Voici la carte qui était donc le document annexé sur lequel travaille le conseil municipal du 11 mars 1859. À noter que le 10e, 11e, 12e arrondissement, donc tous les arrondissements de la rive gauche, souhaitent de modifier les délimitations qui sont prévues. Et la demande du 12e est résumée ainsi par Haussmann. Une observation de la mairie du 12e arrondissement tendrait, il est vrai, à faire retrancher une bande de terrain du 11e pour la joindre au sien, soit le 12e demande que la limite ouest de l'arrondissement se fasse boulevard Saint-Michel et non rue Saint-Jacques. Aucune remarque, en revanche, n'est menée et n'est faite sur l'attribution au 13e arrondissement de l'ancien faubourg Saint-Marceau, comme vous pouvez le remarquer sur la carte qui est derrière moi et qui vous figure à la fois en rouge les dessins des nouveaux arrondissements et en couleur les anciens arrondissements. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que le préfet refuse ces modifications qui sont demandées par les habitants du 11e ancien. Il le refuse pour la raison suivante. Il dit en effet que cette modification aurait pour résultat de donner au 12e arrondissement une population encore plus forte que celle qui est attribuée au 11e, alors que l'un renferme des terrains à bâtir, bien plus considérables que l'autre. Le remède serait donc pire que le mal. Un peu plus tard, lorsque la demande revient, il réargumente de la même manière en évoquant ce déséquilibre qui existerait entre le territoire et le volume de la population. Il explique également qu'un autre motif d'opposition à cette modification territoriale, c'est qu'un certain nombre d'écoles seraient alors compris dans les nouvelles limites du 12e arrondissement, ce qui imposerait à la ville, de financer des équipements pour les remplacer dans le 11e. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que le conseil municipal du 11 mars 1859, soutenu en cela par la commission départementale du 28 mars de la même année, se déclare en revanche en faveur de la demande locale. Je cite, « Considérant que la demande tendant à ce que le 12e arrondissement soit séparé du 11e par le boulevard de Sébastopol, donc qui est l'ancien nom donné au boulevard Saint-Michel, et non par la rue Saint-Jacques, mérite d'être prise en considération. Qu'il importe en effet d'adjoindre au premier de ces arrondissements, donc au 12e, occupé par de nombreux établissements publics et beaucoup de familles nécessiteuses, une population plus riche, que le quartier de l'Observatoire qui en serait distrait fournit la majorité des notables et la plus grande partie des ressources charitables. Le conseil municipal est donc d'avis qu'il y a lieu d'approuver la demande de division de la ville des 20 arrondissements, sauf les modifications proposées pour la circonscription du 12e arrondissement. Comme nous savons, vous et moi, que la limite est bien reportée au niveau du boulevard Saint-Michel, on peut donc supposer que les négociations ont eu lieu au sein du Conseil d'État, puisque dans le régime impérial, c'est le Conseil d'État qui se charge de rédiger le texte de loi, et qu'en ce sens, on peut remarquer que les négociations se passent avant que la loi soit présentée devant le corps législatif d'une part et le Sénat par la suite. Mais des négociations, il y en a eu, et le Conseil d'État en a donc tenu compte. Autre élément que vous pouvez voir sur la carte, c'est la numérotation des arrondissements parisiens. Et si vous arrivez à le voir, mais je ne suis pas certaine que ce soit très facile à voir de là où vous êtes, il y a deux systèmes de numérotation qui sont ici représentés. Une numérotation en rouge, qui est un premier essai, qui numérote les nouveaux arrondissements, en gros dans le sens inverse de ce qu'ils seront par la suite, et une numérotation en bleu, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. La raison pour laquelle ce premier essai de numérotation avait été fait, c'est qu'il permettait, par exemple, aux arrondissements de la rive gauche, qui n'avaient donc plus les mêmes limites que celles qu'ils avaient précédemment, de conserver la même numérotation. Ceci explique d'ailleurs peut-être cela, c'est peut-être cette complication de redonner à des arrondissements n'ayant pas les mêmes limites, les mêmes numéros, qui a conduit à changer le système de numérotation. La loi a donc suivi les recommandations de la commission départementale du 28 mars 1859 dans la nouvelle numérotation adoptée, et donc le 5e est bien devenu le 5e arrondissement. Dans l'ensemble des aménagements qui vont être faits par la suite de Paris, le 5e va également être transformé
par le changement du nom des rues. C'est un effet un peu indirect de la loi de 59, mais qui se trouve là aussi tout à fait au cœur de l'ensemble de ces dispositions destinées à aménager, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce Paris agrandi. Est en effet nommée une commission de la dénomination des voies publiques et du numérotage des maisons, qui est réunie sous la direction du secrétaire général de la préfecture Charles Mériot, et qui a comme rôle d'ordonner l'espace urbain en modifiant donc les noms des rues lorsque c'est nécessaire, en particulier pour éviter les doublons des noms des rues d'une part, et d'autre part dans le Paris ancien des 12 arrondissements pour mettre un petit peu d'ordre dans les strates successives d'appellation et définir ainsi à l'échelle de l'ensemble de Paris un référentiel unique et une urbanité commune. Au total, il faut bien voir que cette commission a revu les quelques 3000 noms de rues de Paris, donc ancien et nouveau Paris, et a modifié ou fait des propositions de modification pour un tiers d'entre elles. Si l'on écarte de la réflexion les arrondissements périphériques qui sont a priori les plus touchés par ce changement du nom des rues, et pour ne regarder que les arrondissements centraux, on constate que le 5e subit d'importants changements. 34 noms de rues ont donc changé, chiffre presque équivalent à celui des regroupements. La rue Saint-Victor devient la rue Linné, je cite, dont le choix est motivé par le voisinage du jardin des plantes. Vous avez ici dans ce document le nom ancien, le nom nouveau et la justification du changement de nom. La rue des Poules devient la rue Amiot, la rue Saint-Dominique devient la rue Royer-Collard, la rue Saint-Thomas d'Enfer devient la rue Malebranche, etc. Et de nombreuses rues sont également redéfinies en regroupant des rues entre elles. Par exemple, les anciennes rues du Cardinal Lemoine, de la Contrescarpe et du Fossé Saint-Victor deviennent la rue du Cardinal Lemoine. La refonte des dénominations apparaît ainsi comme un mode d'aménagement urbain et de lutte contre la dégradation de certaines parties du 5e arrondissement, avec bien sûr un choix préférentiel pour les noms des hommes de lettres ou des savants liés à la proximité des écoles, bien sûr, mais aussi des naturalistes liés à la proximité du Jardin des Plantes, du Muséum d'histoire naturelle. Et tout cela va rester en tonalité générale des odonymes du 5e arrondissement, dès lors que l'on sait qu'un peu plus de la moitié des propositions de la Commission ont été acceptées. Et parmi les refusées, il y a une sorte de glissement de nom d'un lieu à l'autre plutôt qu'un refus radical du premier nom choisi. L'attention au 5e arrondissement est cependant reprise quelques années plus tard avec l'ensemble des aménagements urbains que maintenant Alexis va vous présenter. Bien, bonsoir à tous. Pour commencer et parler de ces travaux, en fait, je vais aller ou essayer d'aller des grands travaux à une architecture plus ordinaire, c'est-à-dire finalement voir quelles ont été les conséquences de la réforme urbaine qui a été lancée d'abord sous le Second Empire et ensuite de cette annexion. Donc je vais faire un aller-retour un peu permanent entre, j'allais dire, le général et le local, en commençant par vous montrer cette vue générale de Paris qui est prise depuis l'Observatoire, vue prise depuis un ballon, qui est un tableau de Victor Nalvet, qui se trouve conservé au musée d'Orsay et qui a été peint en 1855. Alors cette vue de Paris nous montre simplement ici le sud de la capitale. On repère le Palais du Luxembourg, l'Observatoire ici, et peut-être apercevez-vous le dôme du Panthéon, c'est-à-dire en fait le cœur ici du 5e arrondissement, du 12e à cette époque-là, puisque nous ne sommes pas encore passés au 20 arrondissement. Le fait est que cette peinture nous montre peut-être ce qu'est la nature morphologique de l'arrondissement, c'est-à-dire le cœur historique
j'allais dire le cœur le plus ancien, en tout cas le quartier de l'université, dont la structure urbaine est une structure médiévale, même si nombre de bâtiments ont été remaniés au cours de la période moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et puis ce que nous voyons ici, dans sa partie sud, avec la rue Mouffetard, le faubourg Saint-Médard, celui de Saint-Marcel, c'est-à-dire un arrondissement qui est partagé entre deux morphologies urbaines, un centre-ville hyper dense, d'origine médiévale, et puis une périphérie beaucoup plus faubourienne, beaucoup plus distendue, moins densitaire, moins dense, et qui marque profondément la physionomie de l'arrondissement. Alors je vous le montre ici sur le plan de 1842, le plan dressé par Toussaint et Levasseur, qui nous montre ici Paris dans ses 12 premiers arrondissements, et évidemment enfermé encore dans la limite de la barrière de la ferme générale, c'est-à-dire cette limite établie au XVIIIe siècle. Le 12e se trouve par ici, et ce plan lui-même nous montre bien qu'on a un centre ici, en tout cas proche de l'île de la Cité, hyper dense, et un tissu urbain beaucoup plus distendu par la suite. Je vous montre quelques images, dont certaines ont été empruntées ici même à l'association historique de la montagne Sainte-Geneviève. Ici le marché Saint-Médard, qui nous montre bien cette rue Saint-Médard telle qu'elle apparaît encore en partie aujourd'hui, avec ce bâti ancien, principalement des maisons du XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis l'impasse Salambière, nous sommes sur la rue Saint-Séverin, l'une de ces nombreuses ruelles étroites, celle-ci est parvenue jusqu'à nous, et qui nous montre ce qu'était le tissu urbain de ce centre hyper dense, considéré depuis le début du XIXe siècle comme étant malsain, trop enfermé, trop peu aéré, et c'est ce centre hyper dense, en tout cas que ce soit sur la rive droite ou sur la rive gauche, qui va faire l'objet d'une profonde réforme et qui va susciter en grande partie les travaux dits haussmanniens, même si ceux-ci ont été pensés et réfléchis dès avant Haussmann, c'est-à-dire dès la monarchie de Juillet, durant les années 1840. Je vous montre ici une autre image, ça c'est une photographie qui est empruntée au fonds d'archives de la Commission du Vieux Paris. Ce sont des images qui datent entre 1916 et les années 1920-1930. La plupart ont été réalisées par le photographe Charles Lancio et qui nous montrent ici le marché Saint-Médard, donc au début du XXe siècle. L'une des premières opérations est effectivement, et Florence Bourillon nous en parlait à l'instant, la rue des Écoles. La rue des Écoles dont le projet va être dressé, et c'est ce projet que je vous montre en partie haute, ce projet va être dressé en 1848, projet qui en effet est soutenu par les habitants de la rive gauche et qui va dans un premier temps recevoir un début d'exécution dès 1852, et on nous relate la visite de Napoléon III qui, parcourant les ruelles étroites et sombres du quartier Saint-Jacques et Saint-Marcel, ainsi que toute la ligne droite que doit suivre la nouvelle rue des Écoles. Cette rue va prendre une nouvelle ampleur, effectivement, avec le Second Empire, rue prévue initialement avec 15 mètres de large, qui va en prendre cette fois-ci 22 à partir de 1852, et je peux vous citer, pardonnez-moi, Louis Lazare, conseiller municipal, qui disait « Grâce à ce grand ventilateur, l'élite de la jeunesse de France aura de l'air au moins », disait-il. Le problème est bien d'aérer ces centres-villes qui sont aussi vecteurs de propagation, entre autres, d'épidémies. Ce projet, eh bien, Louis Lazare, parmi d'autres, va demander à ce qu'il soit intégré au projet d'ensemble touchant la ville de Paris et, entre autres, aux grands travaux qui vont être évidemment menés à partir de 1853 sous la férule de Georges-Eugène Haussmann. Et alors là, je vais vous citer Haussmann, je suis reparti dans ses mémoires afin de préparer cette intervention. Haussmann qui disait « Il n'était pas possible évidemment de prendre pour but la rue des Écoles, voie mal conçue, ouverte trop haut en travers de la déclivité la plus forte de la montagne Sainte-Geneviève pour devenir une voie de circulation, et pas assez pour fournir un accès à la place du Panthéon, point culminant et central de l'ancien 12e. »
Alors, je n'ai pas résisté à vous sortir cette caricature du baron Haussmann et simplement d'évoquer ici l'un des traits particuliers de ces grandes opérations urbaines. En partie haute, vous repérez peut-être cette tache un peu sombre dans ce petit plan peu lisible, mais qui vous montre tout simplement la partie nord de la rue des Écoles, avec ici l'église Saint-Étienne-du-Mont. Donc nous sommes ici le long de la rue des Écoles, et ce plan m'intéressait tout simplement pour évoquer le phénomène des expropriations, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour pouvoir ouvrir ces voies, exproprier à très large échelle, de manière à pouvoir faire passer la voie de circulation, mais ces expropriations vont aussi avoir des conséquences fondamentales sur un redécoupage et un nouveau dessin donné à l'espace urbain, aussi bien dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, puisqu'il va y avoir non seulement un redécoupage, un réalignement des îlots, mais aussi un redécoupage des parcelles. Alors ceci va se faire grâce, dans un premier temps, à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique de 1841, puis plus tard, une autre loi qui permettra d'exproprier plus largement, c'est-à-dire de pouvoir exproprier aussi des bandes de terrain de part et d'autre du passage de la voie nouvelle, de manière à pouvoir reconstituer des parcelles qui seront suffisamment vastes pour y ériger des immeubles neufs, des immeubles modernes, avec suffisamment de surface et d'emprise au sol pour recevoir les différents équipements qui sont propres à ces immeubles de l'ère industrielle. Le plan que vous voyez en bas est un plan qui a été dressé par François Lenné et qui vous montre à la fois le plan d'expropriation de la rue des Écoles et celui du boulevard Saint-Germain, puisqu'évidemment Georges-Eugène Haussmann va faire stopper de façon relativement autoritaire et violente les travaux de la rue des Écoles pour entreprendre le percement du boulevard Saint-Germain. Vous voyez aussi dans ce plan les îlots nouveaux qui vont prendre la place de l'ancien parcellaire d'origine médiévale qui se trouvait dans ce quartier de l'université, qui était constitué de toutes petites parcelles, de tout petits terrains, et que l'on va remembrer de manière à mettre sur le marché immobilier des terrains suffisamment vastes pour y construire des immeubles. Alors je vous montre ici un plan qui est un plan des voies nouvelles voulues par Napoléon III. C'est un plan qui a été publié par Meruot et qui ici vous montre donc de façon plus sombre le principe que Haussmann va appeler la Grande Croisée de Paris, principe absolument fondamental de cette réforme. Et je vous parle de cette Grande Croisée, bien sûr, d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue plus particulier, puisque le prolongement du boulevard Sébastopol depuis le boulevard de Strasbourg sur la rive gauche va être absolument déterminant pour la physionomie du futur 5e arrondissement. Et puis, l'axe est-ouest, la rue de Rivoli, qui est entreprise dès la Seconde République, et enfin le boulevard Saint-Germain, qui vient couper en angle droit cet axe majeur. Vous voyez ici les percées qui ont été réalisées selon un plan qui nous fait état des grands travaux en 1867, état des grands travaux qui nous permet de voir que au-delà du boulevard Saint-Germain, de la rue des Écoles, vous avez aussi ici une voie circulaire qui va être entreprise dès 1859 et dans le cadre aussi de la préparation de cette annexion, c'est la rue Monge qui va rejoindre les boulevards qui vont former la limite sud du nouvel arrondissement, le boulevard Saint-Marcel et le boulevard du Port-Royal. Alors j'avais sorti ce schéma au cas où les plans auraient été peu lisibles, mais il ne fait que redire les choses que nous venons de voir. De la même façon, en 1871, vous avez ce grand plan qui a été édité sous les auspices d'Adolphe Alphand et qui nous montre tout simplement que par la suite, évidemment, le réseau va conquérir les quartiers périphériques et tenter de ramifier, de raccorder les nouveaux arrondissements qui ont été annexés en 1860 avec le centre du Paris historique, c'est-à-dire celui dans ses limites du XVIIIe siècle. Tous ces travaux ont occasionné des démolitions. Je vous montre ici une gravure qui nous évoque les démolitions occasionnées par le percement du boulevard Saint-Germain. On a bien sûr affaire au grand éventrement de Paris, grand éventrement qui va tout simplement passer à travers les quartiers anciens, démolir pour pouvoir assainir la ville, la rendre plus efficace, la rendre en tout cas plus praticable, mais démolitions qui vont aussi requalifier en
grande partie, le long de ces grandes percées, le long de ces grands tracés, la population et le type d'architecture que l'on va y trouver. Alors, rapidement, je vous évoque ici des choses qui ont déjà été largement évoquées par les spécialistes de l'histoire de l'architecture et de la ville. Ici, le boulevard Sébastopol, avec cette grande percée qui débouche évidemment, qui vient ici, qui arrive le long de la Seine. La place du Châtelet, dont je vous montre ici un plan tiré des archives des services techniques de la documentation foncière de la ville. Place du Châtelet qui va être bordée d'un certain nombre de bâtiments publics, théâtre de la ville et théâtre du Châtelet, cette place ayant été dessinée, construite par Gabriel Daviou, qui est l'un des grands architectes travaillant pour le Second Empire. Cette place qui forme une sorte de point d'orgue monumental avec des bâtiments publics, deux théâtres, une fontaine. Nous sommes dans le sommet de la hiérarchie urbaine, dans le sommet de la monumentalité. Et puis, cette grande croisée va passer la Seine. Elle va passer la Seine au moyen de ponts, bien sûr, et va franchir l'île de la Cité pour passer de l'autre côté sur la rive gauche et arriver place Saint-Michel. Place Saint-Michel qui est conçue comme une place ordonnancée. Une place ordonnancée, c'est-à-dire sur laquelle les immeubles qui vont être bâtis sont dessinés par un architecte, toujours Gabriel Daviou, qui fournit le dessin de façade aux propriétaires qui vont acquérir les parcelles. Et au fond de la place, une fontaine monumentale, fontaine adossée, fontaine évoquant les grandes fontaines baroques de Rome, les grandes fontaines maniéristes du XVIe siècle, et qui, d'un coup, fait le pendant sur la rive gauche de la place du Châtelet, mais avec un niveau inférieur dans cette hiérarchie de la monumentalité. Pas de bâtiment public, pas de théâtre, mais une simple fontaine qui joue d'un rappel sur cette séquence urbaine depuis finalement la gare de l'Est, tout en haut du boulevard de Strasbourg, en passant par la place du Châtelet, le long du palais de justice bien sûr, sur l'île de la Cité, et enfin place Saint-Michel. Alors je vous montre ici quelques images de cette place, ici des images toujours empruntées à la Commission du Vieux-Paris, avec ces immeubles ordonnancés qui sont de véritables immeubles palais. Ils possèdent un ordre de pilastres, des toitures arrondies couvertes de zinc qui rappellent, pourquoi pas, quelques grands bâtiments de Vicence ou de Florence. Et cette idée que l'ordonnancement est minutieusement organisé dans cet espace urbain. Le fait est que les immeubles palais de la place Saint-Michel, dès qu'on va quitter cette place, vous voyez que les maisons ici portent encore cet ordre de pilastres, rappelant effectivement l'architecture antique, et dès qu'on va se retrouver sur les immeubles mitoyens, l'ordre disparaît, le pilastre disparaît, par contre le toit cintré est toujours imposé. Et puis plus on va s'écarter de la place, et plus cette ordonnance va se dissoudre lentement, progressivement, pour laisser ensuite une certaine liberté de composition aux architectes. Cet immeuble a souvent été publié, il est daté des années 1860 et il montre une certaine invention quant à son répertoire décoratif. On est à quelques dizaines de mètres de cette place Saint-Michel. Et puis dans le cadre de ces grands travaux, sans vous les citer tous, je voulais vous parler ici du boulevard Henri IV, qui est un projet qui a été pensé pendant l'époque haussmannienne, pendant le Second Empire, qui a été réalisé sous la Troisième République. Boulevard Henri IV, dont le décret d'ouverture a été pris en 1866, mais dont l'achèvement de l'ensemble du boulevard avec le pont Sully qui ici ressaute sur la pointe orientale de l'île Saint-Louis n'a été achevé qu'entre 1876 pour le pont et 1879 pour le boulevard Henri IV. Alors pourquoi je vous le montre? C'est pour rappeler cette quasi-obsession qu'avaient Haussmann et ses contemporains du monument cible. Il faut absolument qu'au bout d'une percée, il y ait quelque chose, il y ait un plot urbain, un monument public, et le boulevard Saint-Michel, par exemple, est percé exactement dans l'axe de la flèche de la Sainte-Chapelle. Eh bien, le boulevard Henri IV, lui, il est dans l'axe du dôme du Panthéon. D'un côté, la colonne de Juillet, place de la Bastille, et de l'autre, le dôme du Panthéon. Alors, je vous montre cette image ici avec le plan, d'ailleurs, d'implantation du nouveau boulevard et du nouveau pont. Et puis, on raccorde la rive gauche, la place de la Bastille, la rive droite, pardonnez-moi, la place de la Bastille, avec le boulevard Saint-Germain. Mais
ce projet aurait pu aller beaucoup plus loin, et on va se faire quelques frayeurs ici, puisque lorsqu'on regarde effectivement son implantation, le boulevard pointe directement vers le Panthéon, et en 1882, les habitants du 5e arrondissement réclament l'achèvement du boulevard jusqu'au Panthéon, c'est-à-dire la grande percée qui aurait continué le long et sur les rampants de la montagne Sainte-Geneviève, et qui aurait tout simplement détruit une bonne partie du quartier historique existant encore aujourd'hui. Alors, ces ordonnancements, ces grandes percées, parfois elles vont être violemment arrêtées. Ici, je vous montre le cas de la rue Monge, bien sûr, qui va être percée et ouverte à partir de 1859. Et au cours des travaux, on va découvrir d'insignes antiquités, entre autres les arènes, bien sûr, le théâtre de Lutèce, et Théodore Vaquet, aidé d'un certain nombre d'intellectuels à l'époque, va faire arrêter les travaux de manière, en tout cas, à pouvoir fouiller et conserver ces antiquités qui seront classées d'ailleurs au titre des monuments historiques dans les années 1880. Ces constructions, ces percements vont donner lieu ou donner naissance à la construction d'immeubles que nous qualifions globalement d'immeubles haussmanniens. Alors je vais rentrer justement un petit peu dans cette architecture ordinaire de façon à essayer de la décrire. Ici, nous sommes à l'angle de la rue... Nous sommes du côté de la rue Gay-Lussac, pardonnez-moi, ouverte en 1859, et vous avez effectivement ces grands immeubles en pierre, ces grands immeubles bourgeois, typiques et caractéristiques du XIXe siècle. Ce sont des immeubles qui sont complètement dessinés, pensés, conçus dans un cadre réglementaire. Je vous montre ici juste un document, c'est un extrait de deux décrets, le décret de 1852 sur la grande voirie et celui de 1884, qui organisent la construction à Paris et entre autres vont réglementer, encadrer la hauteur des bâtiments, voire même d'une certaine manière leur aspect, puisque ces règlements seront appliqués par les services d'architecture de la ville de Paris et entre autres par les commissaires voyers qui s'occuperont de faire en sorte que les immeubles haussmanniens, j'allais dire, ressemblent bien à des immeubles parisiens. Le tout avec différents règlements qui vont se succéder au cours du XIXe siècle. Celui de 1859 qui permettra aux immeubles d'avoir leur ligne, leur corniche haute qui monte à 20 mètres, règlement qui d'ailleurs a été plus ou moins appliqué directement avenue de l'Opéra, et puis le règlement de 1884 qui va permettre de grandir dans les étages hauts de la construction, toujours en maintenant une corniche à 20 mètres, mais simplement en inscrivant toutes les parties hautes du bâtiment dans un arc de cercle dans lequel on va pouvoir, j'allais dire, agrandir et augmenter le volume des toitures. Je vous montre simplement ce petit schéma qui avait été fait par François Loyer dans les années 70, qui montrait l'évolution de l'immeuble parisien avec finalement un trait particulier, c'est que la ligne de corniche, que ce soit le règlement d'avant 1859, celui de 59 et les règlements suivants, la ligne de corniche reste toujours à peu près au même endroit. Simplement, c'est dans les parties hautes que l'on va densifier les immeubles. Et puis, lorsqu'on perce ces avenues, lorsqu'on perce ces rues nouvelles, eh bien, la ville de Paris exproprie, donc se rend acquéreur des terrains en bordure de la voie et les revend. Les revend avec une plus-value qui doit d'ailleurs financer, qui est censée financer les travaux. Ça ne marchera pas tout à fait comme cela. Ces terrains et ces ventes font l'objet de conventions et d'un acte de vente entre le propriétaire et la ville. Et dans cet acte, eh bien, je vais vous citer la formule consacrée. Lorsqu'on est sur des grands percements de ce type, ou des grandes percées, ou des voies importantes, eh bien, l'acte de vente stipule que le propriétaire devra construire un immeuble en pierre de taille à toute hauteur permise par les règlements, avec même ligne de corniche, balcons et moulures. Avec cela, eh bien, on va pouvoir faire de l'immeuble haussmannien au kilomètre. À toute hauteur permise par les règlements, vous n'avez pas le droit de faire plus bas. Vous êtes obligé d'exploiter tout le gabarit légal. Un immeuble en pierre de taille, ça va permettre de transformer la ville, qui était une ville de plâtre, en une ville de pierre. Avec même ligne de corniche, balcons et moulures. Vous voyez que les balcons se trouvent tous à peu près à la même hauteur. Et les mêmes lignes de corniche, balcons et moulures, ça veut dire qu'on sait à peu près où se situent les moulures et les détails d'écriture de ces immeubles. Avec cela, les architectes n'ont qu'une marge de manœuvre, c'est en ce qui concerne les façades en tout cas, de travailler sur le détail. Et effectivement, ils peuvent jouer au niveau des ornements et les dessiner de manière originale. Alors je vous montre ici une parcelle qui se trouve rue des Écoles. J'ai eu quelques mal à retrouver
trouver un plan haussmannien, un plan de l'époque entre 1850 et 1870 qui soit visible, puisque la plupart des plans de cette époque sont soit connus par des revues d'architecture, entre autres, mais très peu par les archives, puisque l'incendie de l'hôtel de ville a évidemment fait perdre une bonne partie, par exemple, des permis, des demandes en autorisation de bâtir qui étaient déposées sous l'Empire. Alors, il se trouve que j'avais dans mes cartons un plan, je vous le montre ici. C'est un plan donc d'une maison qui date des années 1860, 1850-1860, à mon avis à la fin des années 1850, qui se trouve rue des Écoles. Et il se trouve qu'il y a encore 12 heures, je ne savais pas où il était. C'est-à-dire qu'on a un plan, il est signé d'un architecte assez important qui s'appelle Le Sueur, Jean-Baptiste Cicéron Le Sueur, qui est né en 1794, mort en 1883. On le connaît bien pour quelques immeubles, dont un boulevard des Capucines qui est quand même classé monument historique. C'est un excellent architecte de la monarchie de Juillet et de l'Empire. Et cet immeuble, eh bien, tout simplement en passant les pages jaunes et en comparant le nombre de travées et la position de la porte, j'ai fini par trouver un immeuble qui lui ressemblait. Et lorsque je suis allé voir sur le cadastre, mon plan rentre parfaitement. Il s'agit bien du 51 de la rue des Écoles. Le 51 de la rue des Écoles qui, ici, n'est rien d'autre que le Champeau. C'est le Champollion qui, donc, ici est attribué maintenant. Ce qui est remarquable, c'est que le Champollion est classé monument historique, le cinéma de 1938, et personne ne s'est préoccupé de savoir dans quel immeuble il se trouvait. Voilà, nous avons, grâce à cette conférence, attribué un nouveau Le Sueur à Paris. Alors, cet immeuble m'intéressait simplement pour vous montrer le type de distribution qu'on y trouve. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on est à l'entrée de la rue des Écoles, à l'angle quasiment presque à l'angle du boulevard Saint-Michel. C'est un petit immeuble de conditions relativement moyennes. Nous avons 2 appartements par étage, avec un nombre de pièces relativement réduit. Vous avez toujours, et la plupart du temps dans ces immeubles d'angle, une belle enfilade sur rue, avec ses salons, salle à manger, et puis 1 ou 2 chambres. Et la cuisine qui est installée du côté de l'escalier, c'est une manière de regrouper un peu les fonctions, qui produisent des agréments à l'intérieur du logis. Cet immeuble à 2 appartements par étage est assez loin des beaux immeubles qu'on peut trouver à la fois sur le boulevard Saint-Michel, mais aussi du côté de la rive droite, du côté du 8e arrondissement. On est là face à quelque chose qui est destiné à une bourgeoisie moyenne du 19e siècle. Alors, juste pour faire bonne mesure, je voulais terminer sur quelques exemples d'après, évidemment, 1870 et d'après l'Empire. Ici, un immeuble que j'aime particulièrement, le 17 rue des Bernardins, de Jean-Marie Boussard. Jean-Marie Boussard était architecte des Postes, entre autres. Il a laissé quelques immeubles absolument étonnants à Paris. Immeuble en briques, nous sommes rue des Bernardins. Immeuble ici dont les garde-corps des balcons forment un décor ici de fer forgé en dentelle, le tout sur fond de briques, dans une espèce de rationalisme décoratif, toujours avec un petit peu de néo-barocco, maniéristo-renaissant, qui est toujours très étonnant chez Boussard, qui mériterait d'ailleurs une étude monographique. Je rêve qu'un étudiant un jour se mette sur le sujet Boussard, qui était vraiment un architecte immense. Pourquoi je vous le montre? C'est tout simplement pour vous montrer que ici, le bâtiment construit en 1889, nous sommes au moment de l'exposition universelle, on est en train de basculer dans un autre monde. C'est-à-dire que la fin du 19e siècle va être marquée par une contestation profonde et quasiment systématique de l'haussmannisme. C'est l'époque où on conteste les alignements tracés au cordeau, où l'on critique ces immeubles qui ressemblent à des cages à lapins, et le terme est employé à l'époque, ces immeubles haussmanniens tout plats avec les mêmes balcons et les mêmes corniches sur des kilomètres. Et tout cela va amener la ville de Paris à réfléchir à un nouveau règlement urbain qui va permettre, entre autres, de rétablir un petit peu d'accident dans l'alignement urbain. Ici, je vous montre les dessins ou les propositions d'un architecte qui travaillait pour la ville de Paris, qui s'appelle Louis Bonnier. Ce sont des propositions qu'il fait en 1897 à la suite de la réunion d'une commission qui était chargée de réviser les règlements urbains parisiens, entre autres sur les saillies et les hauteurs. Et Louis Bonnier et la ville va rétablir une chose qui avait disparu depuis le début du XVIIe siècle, depuis la coutume de Paris du temps de Sully, c'est la saillie de façade, ce que l'on appelle en 1900 le bow window. On va réautoriser des éléments de façade qui débordent de l'alignement, c'est-à-dire qui empiètent sur l'espace public, simplement ils sont en surplomb par rapport au trottoir. C'est, comme on le dit à l'époque, du mètre carré gratis.
c'est-à-dire qu'on est au-dessus du trottoir, donc on gagne effectivement quelques mètres sur l'espace public. Alors parmi ces immeubles, j'en ai choisi un du côté de la rue Dante et de la rue Galande, parce que celui-là je le connais un peu mieux. Rue Dante qui va être ouverte en 1897 dans sa partie la plus au nord, et qui va faire l'objet d'une opération urbaine menée par des petits spéculateurs qui vont chacun acquérir une ou deux parcelles et construire des immeubles. Voilà ici le plan parcellaire, et on va percer de façon cette fois-ci très modeste à l'intérieur des anciennes parcelles ou à travers l'ancien parcellaire médiéval que nous voyons ici, parcellaire médiéval qui continue cependant à exister du côté de la rue Galande. Et je vais vous montrer ici ces deux images empruntées ici même donc à l'association de la Montagne Sainte-Geneviève, avec ces deux vues de la rue Galande qui d'ailleurs montrent une construction. Ici vous avez une vieille maison à pans de bois, maison médiévale manifestement, qui a sauté avant 1918 puisqu'elle a été remplacée par un bel immeuble en briques et en béton. Simplement pour rappeler que le règlement de 1902 va donner naissance à ce type d'espace relativement mouvementé par rapport à l'espace haussmannien, avec ses saillies de façade nombreuses et variées, avec ces toitures monumentales qui sont maintenant autorisées par règlement, même si certaines sont légèrement dérogatoires. Et je vous montre l'immeuble d'angle ici à l'angle de la rue Dante et de la rue Galande, le tout faisant référence à un urbanisme médiéval. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de la fin du XIXe siècle que de détruire la ville médiévale pour reconstituer une esthétique médiévale ou une esthétique qui fait référence au Moyen-Âge. Je vous montre ici cet immeuble qui est vraiment un archétype d'une petite construction réalisée à partir de 1901 par l'architecte Albert Sellonnier. C'est un immeuble qui, en plus, a le mérite d'avoir son permis déposé juste en juillet 1901, c'est-à-dire juste un an avant la publication du nouveau décret, c'est-à-dire du nouveau règlement de 1902, qui autorisera définitivement ces dômes ici monumentaux, mais aussi ces beaux windows. Alors comme toujours à la ville de Paris, et c'est une vieille tradition, tous les règlements urbains ont toujours été appliqués par anticipation, c'est-à-dire qu'on essaye pendant un an ou deux pour voir ce qui se passe. Ça a été le cas avec le dernier PLU qui a été mis en place très légèrement avant son décret définitif. Et je vous montre ici le travail fait par l'architecte Voyer, cette fois-ci, le corps des architectes Voyer, qui passent leur temps à corriger les plans et les détails des façades des architectes parisiens. Ceux du Second Empire devaient travailler de la même manière. Ici, on est en train de calculer la surface des éléments en saillie sur la façade, puisque seul un tiers de la partie supérieure de la façade a le droit d'être en saillie, et une saillie strictement réglementée qui ne doit pas dépasser les 80 cm dans ce cas-là. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ici on va supprimer une véranda, et puis ici il y en a une qui est très légère en fait. Si vous voyez ce qu'on appelle une véranda, c'est-à-dire un beau window, elle est à peine saillante, c'est-à-dire que l'architecte va jouer avec les mots et avec les règles et va justifier de ce beau window supplémentaire simplement en disant il ne fait pas 80 cm d'épaisseur, mais il n'en fait que 45, donc il va passer pour un motif décoratif. Et ça permettra effectivement de construire l'immeuble. Je vais juste vous citer Monsieur Guyès, qui était Pierre-Paul Guyès, député du Morbihan, et qui va écrire au préfet de la Seine, devant habiter ce 5e étage, et tenant tout particulièrement à ces windows qui rendent de beaucoup mon appartement plus grand et plus agréable. Tous ceux d'entre vous qui vivent dans un immeuble 1900 savent à quel point ces beaux windows produisent effectivement une qualité spatiale toute particulière. Et puis je vous montrerai juste ces deux dernières planches avec simplement l'idée que cet immeuble fait appel à un répertoire décoratif végétal qui est tout à fait à remettre dans le contexte de l'art nouveau de la même époque. C'est un art nouveau très neutre, ce n'est pas l'art nouveau délirant comme on l'aurait dit à l'époque de Hector Guimard, mais au contraire un art nouveau qui s'inscrit dans une tradition à la fois nationale et j'allais dire un petit peu neutralisée, c'est-à-dire qui ne choque pas les futurs locataires, puisque ces immeubles de rapport sont d'abord des produits proposés sur un marché qui est le marché locatif, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui vont venir loger à l'intérieur. Et je repasse la parole à Florence. Alors, je me permettrai juste de faire une incise en vous précisant que Alexis Markovitch a soutenu en juin dernier une remarquable thèse sur l'architecte Sellonnier, et donc vous voyez qu'il a évoqué cet architecte pour la fin de son exposé.
Donc moi je passerai maintenant donc aux conséquences sociales des aménagements parisiens et en particulier donc dans le 5e arrondissement en évoquant ce titre « Deux populations dans un même arrondissement ». En effet, la disparité des quartiers dans l'ensemble de l'ancien 12e, nouveau 5e explique l'inégalité des effets des aménagements urbains. Les plaintes des commissions d'hygiène, qui sont animées par les notables de l'arrondissement, qui habitent dans les quartiers souvent plus bourgeoises, confirment des situations souvent rendues très difficiles par les conséquences des travaux. Si l'on en juge par la situation des quartiers Saint-Victor et de la Sorbonne, et en particulier les parties qui sont situées au pied de la montagne Sainte-Geneviève ou près de la Seine, on peut évoquer la combinaison de 3 processus décalés de mouvement de population, un processus d'arrivée, un processus de départ, un processus de substitution de population. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le 5e est d'abord passé pour une zone de refuge, une zone de refuge, une zone de passage, une zone de refuge, ensuite un Finistère pour une population très pauvre devenue captive, et enfin une zone d'accueil pour une population très différente et plutôt bourgeoise. Zone de passage d'abord, la commission d'hygiène du 12e arrondissement ancien note en 1853 « On s'aperçoit ici des améliorations récentes et des embellissements dont la ville se glorifie par un surcroît d'encombrement dans des demeures qui, dès longtemps, regorgeaient de malheureux. » L'arrondissement a en effet accueilli une population très importante et appartient à une sorte de zone de refuge qui serait située à l'est d'une ligne qui irait du Luxembourg jusqu'à la porte Saint-Martin. Les travaux qui ont été faits sur la rive droite, dans le centre ou dans les îles, ont en effet chassé les habitants. Le quartier des Marchés, par exemple, a perdu 50% de sa population. Le quartier des Arcis, c'est-à-dire celui qui est situé juste derrière l'hôtel de ville, 70%. Le quartier du Palais de Justice, sur l'île de la Cité, 41,6%. En conséquence, l'augmentation de la population du 5e arrondissement et en particulier de ses parties les plus misérables s'explique par le fait de ce déplacement de population, explique également une densité linéaire qui est encore renforcée, une diminution des vacances, une augmentation de la population en garni. Certaines rues semblent d'ailleurs s'être spécialisées dans l'activité de garni, comme la rue de Bièvre, la rue du Bonpuits ou la rue du Maître Albert, une augmentation considérable des loyers et même une modification de l'aspect du bâti. Les aménagements sont liés à la suroccupation des locaux. Par exemple, on loue des entrées de cave, des cabinets sous les escaliers, on crée des pièces en demi-jour, en second jour, au fond des allées. Donc ces époques de flux et de reflux de population expliquent aussi les inquiétudes de la commission d'hygiène. Je la cite toujours, « Il faut retenir, en la transformant, la partie la plus pauvre de la population, de peur que se retirant dans un quartier plus reculé, elle ne s'isole de plus en plus du reste de la population parisienne et ne devienne à la fin une race à part, complètement étrangère à la civilisation. » En second lieu, je vous ai dit, l'arrondissement devient un Finistère. C'est une affirmation qui repose sur la comparaison faite entre les recensements de 1881 et les déclarations des conscrits, c'est-à-dire tous les garçons appelés à l'âge de 20 ans. On observe ainsi que la provenance des Parisiens d'origine, entre 1860 et 1880, passe d'un quart à un tiers. En 1866, alors que le nombre de Parisiens d'origine baisse, on constate que c'est une période de reflux. Peut-on en conclure pour autant que les Parisiens d'origine quittent plus facilement l'arrondissement et qu'une population provinciale resterait plus captive? La réponse peut être donnée avec l'analyse des lieux de naissance des conscrits. Il semble en effet, en 1860, que le recrutement est beaucoup plus provincial que dans le reste de Paris, et même si le nombre de Parisiens d'origine augmente par la suite, il reste toujours inférieur à ce qu'il est dans le reste de la population parisienne. Cependant, la part de ceux qui sont issus du même arrondissement ne cesse de croître, ce qui signifie qu'à l'inverse
de ce qui a pu être observé ailleurs, le localisme se renforce. Et l'analyse est encore confirmée par l'examen des origines géographiques des conscrits dans Paris. Il y a une sorte de continuité du 9e arrondissement ancien et du 12e ancien, donc des quartiers centraux détruits, rien des arrondissements venus de l'ouest, et une absence totale de circulation entre les différents arrondissements de la rive gauche. Les migrations s'exercent donc dans un même ensemble urbain des quartiers pauvres et dégradés de l'Est parisien. Quand on observe les situations avec des listes de recrutement postérieures, on constate le même phénomène, avec peut-être une certaine dilatation à un espace parisien un peu plus large. Je vous l'ai dit, un troisième temps, c'est une zone d'accueil, donc un phénomène de substitution de population qui se passe à partir à peu près de 1872. La population cesse de diminuer. Le dernier recensement par rue permet de mesurer l'installation des habitants dans les immeubles des voies nouvelles, donc tous ceux que vous a montré tout à l'heure Alexis. C'est la construction des immeubles du boulevard Saint-Germain, de la rue Monge, de la rue des Écoles. Les maisons sont rapidement construites, elles sont surtout très rapidement occupées, et il semble bien qu'il y ait une récupération de population qui est un phénomène véritablement de substitution, donc départ d'une population, arrivée d'une nouvelle, qui se fait au cours des années 70. On peut donc estimer qu'il y a une cohabitation dans un même ensemble urbain de deux populations bien différentes. Cela concerne en fait une position particulière dans le Paris agrandi. En effet, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, si l'on observe les activités qui sont exercées par les habitants du 5e arrondissement, on constate que toutes les activités dites industrielles, tout ce qui concerne en particulier le cuir, le bâtiment, le bois, disparaissent complètement. L'évolution se fait en direction des métiers d'art ou des activités liées au livre, dont le siège est situé dans le quartier de la Monnaie. Et surtout, si l'on en reste toujours à la source dont on peut disposer, c'est-à-dire la source des recrues, on constate qu'un très grand nombre d'entre eux se déclarent maintenant employés. Donc l'évolution de ce quartier est tout à fait considérable, son activité économique est transformée et on assiste à un véritable glissement vers des activités de service, confirmant d'ailleurs le rôle des écoles. En conclusion de nos deux exposés, j'évoquerai d'abord la notion de discontinuité chronologique des rénovations à l'œuvre. L'expérience de la rue des Écoles qui piétine pendant une dizaine d'années au-delà de la rue Saint-Jacques le montre. En effet, on abandonne un projet pour le boulevard Saint-Germain, vous l'avez bien compris, mais en même temps, on abandonne un quartier. Et les expropriations ont été prononcées, les maisons tombent progressivement en état de ruine, mais elles continuent toujours à être occupées. Et donc, pendant une dizaine d'années, cet état de quasi-abandon va véritablement peser sur le quartier en développant un habitat précaire destiné à une population fragile qui, pour une part, a attendu le tout dernier moment pour le quitter ou pour s'installer dans les zones encore très enclavées. Et il semble bien que l'aménagement de la rue Dante ou de la rue Lagrange, les aménagements ne vont pas résoudre ces problèmes en renforçant, comme vous l'avez vu dans l'exposé d'Alexis, le rôle résidentiel de la rive gauche. Deuxième élément, c'est la diversité de la valorisation des espaces urbains, l'occupation progressive des immeubles haussmanniens, construits donc jusqu'en 1914, voire beaucoup plus tard, est l'une des activités tout à fait importantes qui va donc se passer dans cet arrondissement jusqu'à la guerre de 1914, de même que parallèlement va se renforcer la place des écoles avec le nouveau bâtiment de la Sorbonne, qui est donc la première pierre est mise en 1855, puis là aussi différée, et véritablement repris par un élève de Charles Garnier en 1885. L'inauguration du bâtiment par le président Sadi Carnot sera en 1889 et l'ensemble des travaux ne sera achevé qu'en 1901.
Enfin, dernière remarque, la difficulté de la rénovation urbaine à contredire les évolutions anciennes, je dis bien de la révolution urbaine du XIXe siècle. Les comparaisons menées entre les différents quartiers parisiens démontrent en effet les difficultés à aller contre les caractères hérités de la ville et les tendances longues de l'urbanisation. Déjà dans les années 1830, les habitants de la rive gauche, cette fois-ci 10e, 11e, 12e arrondissement réunis, se plaignaient de voir le centre de Paris se déplacer vers l'ouest, se déplacer vers le nord-ouest, ce qui leur paraissait très loin, c'était le quartier donc de la Madeleine, et estimaient qu'en s'éloignant ainsi de la rive gauche et des ponts, et par conséquent isolant plus encore la rive gauche, eh bien, ils compromettaient son développement. Il semble bien que la stratégie des percements par la suite n'a fait que renforcer, en la confirmant, sa vocation résidentielle à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Et si l'on en juge par la situation jusqu'au tout début du XXe siècle, une zone résidentielle qui est incapable de résorber les poches de pauvreté encore bien présentes au début du XXe. Je vous remercie.